Bonjour à tous. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Député de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National de l'Assemblée. Juste un mot pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo internet de l'Assemblée et qu'un live tweet est assuré par nos amis Stanislas Noyer et Nicolas. Sur Preset, sur le compte de l'AJP. Beaucoup de sujets évidemment à évoquer avec vous aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec une question de Chantal sur la mobilisation des agriculteurs. Oui, bonjour. Évidemment, là, on ne parle que de ça et pas avec raison. Les blocages, la colère des agriculteurs. Mais bizarrement, le monde politique a l'air un peu surpris alors qu'on sentait que la colère couvait. Pourquoi ce décalage entre la colère qui couve et puis la surprise, enfin la non-prise de conscience des agriculteurs? On oublie les agriculteurs maintenant dans la France. Bonjour à tous. Excusez-moi. Bonjour à tous, excusez-moi de mon retard. Écoutez, moi, sincèrement, en tant que président délégué du groupe RN, je n'ai pas l'impression qu'on avait oublié les agriculteurs. Vous qui suivez l'actualité parlementaire, je vous rappelle que les fameux dialogues de Bercy, d'abord avec Gabriel Attal, ensuite avec Cazenave et Monsieur le maire, que ce soit en juin et surtout à la rentrée, il y avait un texte parlementaire, qui est un peu une niche parlementaire, mais qui en dit long sur les priorités des groupes, c'était la loi de programmation des finances publiques. Monsieur le maire avait souhaité me rencontrer, parce qu'il ne voulait pas, vous le savez, passer par 49.3 pour faire adopter cette loi de programmation des finances publiques, et donc il avait demandé ce que le groupe RN voulait modifier dans la programmation de moyen terme des finances publiques pour que le groupe RN s'abstienne ou vote pour, au moins s'abstienne. Et j'avais négocié directement à Bercy, un certain nombre d'entre vous ont fait des articles sur ce sujet, justement le fait de retirer la fin de l'avantage fiscal du GNR agricole. Et j'avais alerté à Bercy, devant toutes celles et tous ceux qui étaient là, que la FNSEA, et c'est la deuxième partie de votre réponse, de la réponse à votre question, ne représentait pas en l'occurrence les agriculteurs. Alors, j'ai entendu ce matin M. Rousseau renier l'accord qu'il avait fait avec M. le maire à l'époque sur les compensations qui étaient censées venir au secours de la fin de la taxation du GNR, mais à l'époque, je lui avais dit, les yeux dans les yeux et devant tous les groupes parlementaires, que cet accord ne tiendrait pas et que moi, en tant que député de la Somme, je savais que les agriculteurs de la base n'étaient pas d'accord pour ces compensations. Donc moi, j'ai pas du tout été, enfin avec Marine Le Pen, qui m'avait donné mandat avec le groupe pour négocier sur ce point du GNR, sincèrement, nous avions senti, comme d'ailleurs c'est un point assez proche des Gilets jaunes, que cela ferait un point de crispation, parce qu'en fait, derrière la programmation de la fin de la, détaxation du GNR, c'était symbolique d'un monde agricole qui se sent accablé de charges, de normes, de fiscalité, d'injustice et d'une représentation symbolique qui ne correspond pas à l'apport de leur société. Donc en fait, c'est vraiment un mécanisme assez proche des Gilets jaunes. Il y a la mesure fiscale elle-même qui est intolérable économiquement, mais derrière cette mesure fiscale, il y a un symbole qui est lourd de sens. C'est la goutte qui fait déborder le vase, si je comprends bien. Et donc, vous dites que les instances syndicales n'ont pas vu venir, ou bien ont eu un autre intérêt à négocier avec le gouvernement? Non, mais oui, moi je ne me cache pas derrière mon petit doigt. On a un problème avec une part de la direction nationale de la FNSEA pour des règles de représentativité qui seraient très longues à expliquer, qui fait que, avec le mandat de Christiane Lambert, présidente sortante, on avait une agricultrice qui avait quand même un lien avec le terrain, qui s'était beaucoup intéressée aux conditions de production, aux conditions de commercialisation. Là, on est revenu avec M. Rousseau à une direction de la FNSEA qui est quand même très proche de ce que faisait Feu. Moi, je rends hommage à sa mémoire, mais je n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait M. Belin, qui est très proche de l'agro-industrie, où on se demande encore si c'est un agriculteur, et qui est en permanence dans une forme de conflit d'intérêts. Je rappelle que la loi Egalim 1 et 2 se sont intéressés essentiellement au lien entre la vente directe, la commercialisation plus ou moins directe de la production des agriculteurs à la grande distribution. Or, ça ne couvre que 15 à 20% de la production agricole. Le reste de la production agricole va à la transformation avec les industriels, va avec la transformation dans de l'agroalimentaire, par exemple Sophie Protéol qui transforme cela, et qu'ils ne se sont pas intéressés au lien entre cette transformation. Donc, Egalim,
que le gouvernement semble avoir sincèrement pris pour une loi de succès sur les marges et le revenu des agriculteurs, a en fait ignoré 80%, non seulement 80% du chiffre d'affaires des agriculteurs, mais en plus les 80% qui posent le plus de problèmes internes à la répartition de la valeur ajoutée par rapport à la vente directe des productions sur la grande distribution. Donc on est vraiment dans une méconnaissance au mieux, un aveuglement au pire de la réalité du monde agricole, et une Macronie, au bout de 7 ans aussi, qui était l'incarnation des corps intermédiaires. Et M. Macron, et surtout ceux qui représentent les forces qui l'ont mené au pouvoir, ne sont pas comme nous des populistes, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas vraiment à la démocratie directe, pour ne pas dire pas du tout. Eux, ils croient aux corps intermédiaires. Alors ça se défend, sauf que, moi, c'est pas ce en quoi je crois en démocratie, mais les corps intermédiaires, ça peut aussi être un pare-feu et un paravent de la réalité. Et je crois que sur le monde agricole, c'est ce qui se passe, c'est que tout le monde se réunit, tout le monde trouve ça formidable, tout le monde dit oui, il y a des petits problèmes, mais enfin on est quand même heureux de vous recevoir, et en fait derrière, il y a vraiment le feu qui couve. Est-ce que, alors peut-être un peu avec un peu de retard compte tenu de la colère qui couvait, est-ce que vous avez le sentiment maintenant que la crise est déclarée, que le gouvernement a pris la mesure de la situation, au moins dans l'attitude et dans les paroles, en attendant peut-être dans les prochains jours des annonces? Ce matin, la coordination rurale, à la sortie de Matignon, disait que Gabriel Attal avait bien compris la situation. Mais moi, je ne fais pas de procès d'intention à M. Attal. J'espère que moi, je souhaite qu'il y ait une solution pour les agriculteurs. Donc, je n'ai pas de raison de croire qu'a priori, il ne veut ou ne va rien faire. Le problème, c'est que moi, je ne vois pas aujourd'hui, dans le peu, et on y reviendra sans doute, de liberté politique que le président de la République a laissé à M. Attal, et que même visiblement M. le maire, en le court-circuitant en 20 ans de TF1, le laisse à son propre Premier ministre, comment il va pouvoir agir sur des problèmes structurels. Ce n'est pas alimenter le conflit que de dire la vérité aux gens. L'agriculture est en grande partie déléguée à l'Union européenne, donc une grande partie des décisions cadres, en tout cas, le cadre réglementaire, normatif, commercial, avec les accords de libre-échange qui définissent les conditions de travail de nos agriculteurs, sont définis par l'Union européenne. L'Union européenne, malgré le Covid, moi j'avais cru avec le Covid qu'ils allaient peut-être changer de stratégie, continue à vouloir appliquer une stratégie de décroissance agricole, de solution des problèmes écologiques par l'affaiblissement de la production sur le sol européen. Et cette perspective, le fameux programme Farm to Fork, n'est pas changé. Donc ce cadre-là n'est pas changé. Il dépend quand même d'équilibres politiques qui sont liés au groupe Renaissance, le Renew, PPE, PSE et en l'occurrence les Verts, sur lequel M. Attal n'a pas de perspective ou sur lequel il ne veut pas intervenir. Et ensuite, le deuxième gros morceau, c'est quand même l'administration française. Voilà. Et donc là, on est confronté sur le cas de l'agriculture, c'est un cas assez proche de ce que je connais dans l'énergie, où on a une autre administration française qui, vu que son pouvoir essentiel a été pris par l'Union européenne, est dans une espèce d'acte manqué permanent, de surtransposition, d'agitation, qui, pour compenser le fait qu'ils n'ont plus le vrai pouvoir qui est à Bruxelles, compense par une surréglementation. Et le deuxième pilier du macronisme, c'est quand même le pouvoir administratif. Et là, ça impose, en fait, si vous voulez, pour que la majorité présidentielle prenne à bras-le-corps les problèmes des agriculteurs, ça leur impose de revoir leurs relations avec deux piliers principaux du pouvoir macronisme, l'Union européenne et la haute administration. Donc moi, je souhaite bon courage, bonne chance à Gabriel Attal, je lui souhaite le succès là-dedans, mais je ne vois pas, là je vois qu'il gagne du temps, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Je vous donne un seul exemple et après je vous rends la parole. La fameuse taxation, une fois plus la retaxation du GNR, alors ça n'a pas été voté par une directive, il faut être précis, mais la directive qui prévoit la retaxation générale du gazole pour les usages commerciaux, agriculture, pêche, BTP, transport de marchandises, est sur la table de la Commission européenne et sur le bureau du Sénat et de l'Assemblée en transposition, en anté-transposition si je puis dire, depuis 2021. Voilà. Donc il y a vraiment un sujet important, et donc là, la Macronie, elle est un peu dans la quadrature du cercle de son idéologie mondialiste, de ses liens avec l'Union européenne, de sa dépendance à la haute administration. Au-delà de vos critiques sur la politique du gouvernement, sur la politique de l'Europe en matière agricole, qui sont bien entendues, est-ce que vous avez l'impression que votre discours est compris en matière de propositions? Longtemps, les agriculteurs eux-mêmes ont, quand on regardait un petit peu le résultat des élections, on verra les prochaines, ont semblé avoir du mal à comprendre l'articulation entre votre discours au niveau national sur le sujet et au niveau européen,
alors que la PAC est un élément essentiel dans le fonctionnement de l'agriculture européenne et française et est un élément important de rémunération pour de nombreux agriculteurs. C'est vrai que c'est un péril majeur d'incompréhension de notre discours européen sur la reprise du contrôle de nos finances et de nos réglementations, de notre souveraineté, et effectivement le rôle que joue la PAC dans l'agriculture. Bon, il y a quand même beaucoup de désinformation sur ce sujet, notamment le rôle de la fameuse contribution française. Ça commence à pénétrer les esprits. La contribution française est nette pour le budget de l'Union européenne, donc les contribuables français, par nature, ne gagnent pas d'argent dans la contribution financière à l'Union européenne, et ce qui revient vers nous. Alors après, on peut discuter des effets indirects de la construction européenne sur l'économie, le fait qu'il y a un marché commun, le fait que il y a des effets de masse. Bon, même ça, nous, on ne partage pas le fait que pour la France, ce soit gagnant. Hein. L'ensemble des régions françaises ont relativement perdu de la richesse par rapport aux autres régions européennes depuis les années 90. Donc nous, on considère que ça ne fonctionne pas pour la France. Donc il y a beaucoup d'explications à faire au monde agricole, parce que c'est vrai aussi qu'une fois encore, la FNSEA a beaucoup contribué à répandre ce mensonge du fait que les agriculteurs français avaient besoin de l'argent européen pour vivre. Ce n'est pas vrai, c'est de l'argent français. Après, nous, on n'est pas pour supprimer la compétence agricole à l'Union européenne. Il y a des logiques à s'organiser entre nous, il y a des logiques à former un marché commun pour peu que chacun respecte vraiment les règles et qu'on joue avec les mêmes règles de loyauté. Par contre, nous, on a un discours de fond, et je pense que c'est ça, en fait, qui, derrière le symbole du GNR, est en train de percer. C'est que nous, on a toujours dit aux agriculteurs, vous devez vivre de votre travail. Et je pense aussi, ça répond un peu à la question que vous avez posée, il y a une logique de subvention des hommes politiques français. Ils pensent que les agriculteurs sont contents parce qu'on leur donne des subventions. Non, les subventions sont toujours un pis-aller par rapport à la situation normale qui devrait de pouvoir vivre de son travail avec des prix justes. Donc ce que les femmes et les hommes politiques depuis 50 ans présentent comme une aide à l'agriculture, les agriculteurs, eux, le vivent comme une dépendance. Voilà, le vivent comme un système qui ne fonctionne pas. Il ne faut pas croire qu'ils sont attachés à ce système par vertu. Ils se sentent une dépendance de ce système, mais ils le vivent très mal. Donc nous, la perspective qu'on leur donne, c'est aussi ce que disent un certain nombre de syndicats agricoles, c'est que la PAC redeviendrait un outil d'investissement dans l'avenir, de financement de la recherche, de financement des remembrements, de financement d'investissement dans des vraies voies d'écologie sur les semences, sur la façon dont on peut améliorer l'assolement des sols, sur les protéines, les formes de protéines végétales propres à l'Europe, qui ne soient pas des importations d'Amérique du Sud. Bref, il y a beaucoup de choses que la PAC pourrait faire de manière positive, comme support d'investissement, comme support de production. Mais le fait que la PAC soit pour l'éternité un complément aux revenus des agriculteurs, il ne faut pas croire que les agriculteurs y soient attachés viscéralement. Ils le vivent comme une dépendance. Donc si on rétablissait un système de prix, il y a des systèmes internes à l'Union européenne qui permettraient aux agriculteurs, comme toute personne ici présente, de vivre de son travail et de son salaire, ce serait parfaitement normal. Je ne vais pas remonter plus loin, mais enfin le fait que symboliquement les paysans, c'est-à-dire les gens ou les fermiers, c'est-à-dire que des gens qui vivent de la terre, de leur outil de production, de leur travail, ne soient pas dépendants uniquement de leur travail, mais soient dépendants de l'État, symboliquement aussi, ça pose de grandes questions, même anthropologiques, qui remontent régulièrement par la colère des agriculteurs. Il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet lors des questions au gouvernement. Dans ses réponses, Gabriel Attal a semblé renvoyer dos à dos d'une certaine façon à la fois une partie de la gauche en évoquant les larmes de crocodile de certains et le Rassemblement national en entendant que vous tentiez de profiter de la colère. Est-ce que cette crise agricole est en quelque sorte le coup d'envoi de la campagne des élections européennes ? Je ne sais pas si ce sera le coup d'envoi des élections européennes. Moi, je ne suis pas Madame Irma. Ce qui est sûr, c'est que ça pose des enjeux qui sont directement liés à l'Union européenne, comme on en a parlé précédemment. Bon, de toute façon, quelle que soit la crise, quel que soit le problème, le gouvernement accuse les oppositions, et depuis quelques mois, presque uniquement le Rassemblement national, de vouloir en profiter. Bon, je crois que ce n'est pas un argument opérant. Les oppositions s'opposent, les oppositions proposent d'autres voies. S'il y a une crise, par définition, on en parle, ça intéresse les médias, ça intéresse les Français, donc il y a un débat sur ce sujet-là. Dire que c'est de la récupération, je trouve que c'est vraiment le niveau zéro de la politique. Moi, par ailleurs, j'ai des dizaines de textos
qui pourraient en faire foi, où j'alerte où je dis par exemple, quand je fais des émissions, ça assez régulièrement quand même, je dis est-ce que je peux parler dans la matinale ou dans l'émission des agriculteurs en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre. On me dit non, ça n'intéresse pas les gens. Voilà. Donc moi je veux bien aussi que ce soit toujours la faute des hommes politiques si on parle des sujets que quand ils explosent dans l'actualité et dans le débat public sous des formes de mobilisation ou des formes plus ou moins violentes. Mais la réalité, c'est que quand ces formes de mobilisation n'existent pas, eh bien, le débat n'existe pas. Alors, on peut le regretter, on peut trouver ça malheureux. Moi, mon modèle, c'est la Suisse. Je préférais qu'on parle sereinement des problèmes avant qu'ils arrivent. Mais ce n'est pas la faute des hommes politiques. Moi, je suis désolé. Le fait qu'on parle des problèmes uniquement quand il y a une actualité violente, évidente, qui saute aux yeux des gens, ça, c'est la société du spectacle médiatique. Ça ne relève pas du débat politique. Voilà. Et vous le savez très bien en tant que journaliste que quand on essaie de parler de débat de fond, que ce soit vous pour faire passer vos articles ou nous pour faire passer ces débats dans la presse, eh ben, c'est très difficile. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un peu injuste de dire que c'est la faute des hommes politiques si on parle des problèmes que quand ils émergent de façon qu'on ne peut plus les cacher. François Gervais, raison politique. À propos des élections européennes, que pensez-vous de la déclaration de la vice-présidente de l'AfD qui a remis en exergue le fait de, si jamais elle arrivait au pouvoir, elle ferait un Dexit, c'est-à-dire le départ de l'Allemagne de l'Union européenne. Quelles sont les relations que vous avez avec l'AfD et que pensez-vous de cette appréciation ? Qu'un parti en Europe propose à ses propres compatriotes de vouloir faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ça relève de la souveraineté des nations. Voilà. C'est comme quand on a eu hier au sujet de la pêche, M. Attal qui nous a dit mais c'est de votre faute si les Anglais ont voté pour le Brexit. Enfin, je veux dire, bon, on est dans c'est grotesque. Je veux dire, la base du souverainisme de l'Europe qu'on propose, c'est que les peuples européens doivent y adhérer volontairement. Donc s'ils ne veulent plus y adhérer, eh ben, c'est que le projet européen ne fonctionne pas. Et cette espèce d'inversion de la responsabilité qui consiste à ne pas s'interroger sur les raisons de la colère des gens, du fait qu'un projet européen qui était massivement soutenu, en particulier par les Allemands, soit aujourd'hui dans une remise en cause telle que le premier parti d'opposition allemand puisse envisager, enfin le premier ou deuxième parti d'opposition allemand selon les sondages et les scrutins, puisse envisager un tel référendum, devrait interroger la construction européenne. Or, qu'est-ce qu'on a en face ? On a en face des responsables, on va dire, fédéralistes au niveau de l'Union européenne ou en tout cas des responsables de la Commission européenne qui veulent accélérer. Quand on voit le rapport Verhofstadt qui donc veut accélérer le fédéralisme, quand on voit les responsables de Renew qui veulent faire adhérer la Moldavie, un certain nombre de pays des anciens Balkans, la Géorgie, et l'Ukraine, donc la poursuite de phénomènes qui n'ont pas... Tout en disant, oui, on aurait peut-être dû, avant d'élargir à l'Est, on aurait peut-être dû renforcer la coopération entre les pays européens de l'Ouest, on a peut-être fait ça trop vite. Donc en fait, ils sont en permanence dans un balancier permanent, en faisant la critique de ce qu'ils ont fait avant, d'aller trop vite, de vouloir élargir trop vite l'Union européenne, de vouloir faire des transferts de compétences qui n'étaient pas maîtrisés ou qui ne menaient pas des coopérations concrètes pour les citoyens. Après avoir versé pour le coup des larmes de crocodile, ils relancent les mêmes erreurs à des échelles beaucoup plus importantes, avec des pays dont l'économie et même la démocratie est beaucoup plus fragile, pour ne pas dire peut s'écrouler à tout moment. Hein. Quand on voit la Géorgie, enfin, je veux dire, la Géorgie n'est pas une démocratie solide avec les termes occidentaux. Le dire n'est pas insulter la Géorgie, c'est juste aider, accompagner la Géorgie pour qu'elle devienne une démocratie solide à travers les décennies et pas juste depuis quelques mois. Voilà. Donc c'est ça la vraie question que pose le référendum. Or, le Brexit, au lieu de donner lieu à un débat en Europe sur pourquoi les Anglais sont partis et pourquoi un résultat souverain que personne ne pensait possible, moi je vais vous dire en tant que souverainiste, je ne pensais pas que les Britanniques voteraient oui au Brexit. Voilà, je pense que d'ailleurs ceux qui ont lancé ce référendum, à savoir M. Cameron à l'époque, ne le pensaient pas non plus. Donc j'ai été le premier surpris. Donc au lieu de s'interroger collectivement sur les raisons de cette sortie, ils n'ont, déjà dans un premier temps, ils ont voulu punir le Royaume-Uni, l'insulter et créer des tensions entre notre pays et le Royaume-Uni qui n'avaient aucun intérêt ni pour les Français ni pour les Britanniques. Et surtout, ils ne se sont pas interrogés sur le projet européen. Ensuite, sur l'AfD, je crois que les relations avec l'AfD ne sont pas très fortes, mais j'avoue que je ne les suis pas au quotidien sur l'état de nos relations entre l'AfD et le Rassemblement national. Vous êtes dans le même groupe au Parlement européen ? Oui, aujourd'hui l'AfD est dans ID.
À un moment, je sais qu'ils avaient failli aller plutôt vers les conservateurs réformateurs. Je crois que c'est aussi un groupe qui se cherche une ligne assez régulièrement. Moi, je me souviens du début de l'AFD qui était créé par des économistes qui étaient surtout sur la problématique de l'euro. Bon, à l'époque, ils étaient très proches de Debout la France, puisque c'était vraiment très proche des doctrines de Debout la France. Après, ils sont partis vers une ligne politique beaucoup plus sur l'immigration que sur l'économie. Voilà. C'est vrai que c'est un parti aussi qui me semble changer très régulièrement de ligne et d'orientation selon ses congrès internes. Ça, c'est assez propre à la démocratie allemande. Pardon, bonjour, Paul Bria pour l'AFP. Est-ce qu'aujourd'hui, le RN peut encore être le partenaire de l'AFD? Vous êtes dans le même groupe au Parlement européen, vous faites des meetings communs il y a 1 mois et demi à Lisbonne, à Florence. L'AFD a fait l'objet de manifestations en Allemagne ce week-end. Plus d'1 million d'Allemands ont défilé, notamment après qu'on a appris qu'un projet plus ou moins secret de renvoi ou y compris de nationaux allemands en Afrique du Nord avait été élaboré par des responsables de l'AFD. Aujourd'hui, est-ce que le RN peut encore être son partenaire, ou est-ce que vous estimez, à contrario, qu'une ligne rouge a été franchie, telle que c'était la limite posée par certains responsables du RN? Je vais vous refaire un peu la réponse précédente. Aujourd'hui, on cherche à savoir ce qu'il en est de la ligne politique de l'AFD. Les informations que vous donnez, qu'on a vues, que Jordan et Marine Le Pen ont vues, demandent encore à être investiguées, de savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'en Allemagne même, il y a la possibilité d'une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu réellement derrière cette réunion, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Je prends note de ce que vous dites, nous on en a pris note maintenant, on cherche à avoir des réponses concrètes à ce qui s'est passé. Quelle est la voie que veut choisir l'AFD? Il est en tout cas évident qu'à terme, on ne va pas s'associer à un projet tel qu'il est sorti dans la presse, mais visiblement une grande part de l'AFD elle-même ne veut pas s'associer à ce projet. Voilà. Donc là, il y a vraiment des choses à établir plus précisément sur ce que devient et ce que veut devenir l'AFD. Bonjour, Jacques Hébert, indépendant. Il y a dans votre parti un nouveau phénomène, le phénomène Bardella. Il est le seul à être dans un sondage des personnalités préférées en France et le seul politique. Il est devant les sondages, devant Marine Le Pen. Est-ce que vous croyez que ça doit beaucoup inquiéter Marine Le Pen pour la suite des européennes? Moi, je pense, vous savez, je me souviens encore d'une époque où il y avait plusieurs champions dans des camps, dans des partis. Voilà, vous aviez au RPR, à la très grande époque, vous aviez Chirac, Pasqua-Séguin et tous. Et le fait qu'il y ait autant de personnalités identifiées était une force. Je ne parle même pas du PS, où là ça part encore plus loin, où vous aviez au sein de la même force aussi plusieurs champions qui faisaient que apparaissait aux yeux des Français la possibilité d'une alternance et d'une équipe gouvernementale. Donc pour moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal. Enfin, je le comprends, je le conçois. Je ne suis pas stupide, enfin je n'essaie de pas l'être. Je comprends les commentaires, mais sincèrement, pour moi, c'est une force d'avoir deux personnalités populaires clairement identifiées par les Français. C'est aujourd'hui très difficile, vu le décalage, la rupture, la défiance entre le peuple français et la politique, de se construire une image politique, de construire une incarnation. Donc le fait que le Rassemblement national en ait deux à un si haut niveau me paraît vraiment un trésor pour le Rassemblement national. Il y a des sondages où Jordan est devant, il y a des sondages où Marine est devant. Tout ça n'est pas très grave, et je pense qu'on sous-estime, le commentaire public sous-estime énormément la proximité du travail entre Jordan et Marine, à quel point ils travaillent en équipe et en binôme. Ça fait plusieurs fois que la Macronie, avec les dialogues de Saint-Denis, a essayé de flatter Jordan Bardella pour essayer de faire naître une dissension. Je pense qu'ils ne comprennent pas comment il fonctionne. Par ailleurs, la grande force de ce binôme, c'est qu'ils sont idéologiquement identiques. Jordan Bardella est venu pour le marinisme, s'inscrit dans le marinisme, est une continuité et une incarnation différente de la même doctrine politique. Fut un temps au Rassemblement national, même si moi je n'y étais pas à cette époque-là, où il y avait des lignes politiques différentes. Vous aviez une ligne politique conservatrice, vous aviez une ligne politique libérale, vous avez une ligne politique mariniste. La réalité, c'est qu'avec l'émergence d'Éric Zemmour et l'autopurge, je peux dire qu'il y a eu, fait que la ligne politique du Rassemblement national, aujourd'hui, elle est unique, c'est le marinisme, et que la ligne politique de Jordan est la même. Donc il n'y a aucune dissension entre les deux. J'ai beaucoup de mal à voir, à comprendre pourquoi tout le monde veut faire vivre ce mythe. Pour rebondir, donc, qu'avez-vous pensé de
si vous l'avez vu, ou en tout cas podcasté, l'émission Complément d'enquête et l'article, quelques articles, mais surtout celui de l'Express, justement sur l'illusion de Jordan Bardella. Vous en avez parlé ? Non, on a un peu parlé. Moi, le complément d'enquête m'a apparu, enfin je vais vous dire sincèrement, moi, les retours que j'ai eus sur ma circonscription, c'est presque l'inverse. J'ai même eu des mails en disant, j'ai vu le complément d'enquête de Jordan Bardella, je vais voter pour vous. Donc je crois que le but politique, s'il y en a vu un, de ce complément d'enquête, à savoir affaiblir ou montrer une face soi-disant négative de Jordan Bardella, a complètement échoué. Bon, je trouve ça un peu dommage que des reportages cherchent à établir cela. Bon, sur le reste, les articles, je n'ai pas tout lu. Celui de l'Express, en l'occurrence, je n'ai pas tout lu. Moi, je me souviens, si vous voulez, à l'époque, moi j'étais encore à Debout la France, quand Jordan Bardella a été choisi tête de liste aux européennes, il était présenté comme la preuve de la dédiabolisation, comme la preuve de la confiance envers la jeunesse. Maintenant, il est diabolisé. Bon. Donc cette espèce de mouvement de balancier qui en fait ne cherche pas à établir qui est vraiment Jordan Bardella, ce qui pourrait intéresser beaucoup de gens, je pense, mais d'en faire toujours une arme politique, à mon avis, ne fonctionne pas bien. Voilà. Bon. Après, chacun est libre de faire son travail de journaliste et d'écrire les articles qu'il veut. Mais moi, si vous voulez, quand je lis cela, j'ai du mal à avoir des informations vraiment sur qu'est-ce que pense Jordan, quelle est sa ligne politique, quel est son parcours. Ça pourrait intéresser les gens. Mais à force de toujours vouloir piéger, alors ça ne concerne pas que Jordan Bardella, on a eu pareil avec Mme Chikirou, qui est une personnalité, moi je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais enfin qui est une personnalité intéressante, qui a du fond, qui a des choses à dire, qui a un parcours. Et vouloir toujours l'attaquer sur ses bulletins de notes et que des conneries, au lieu de s'intéresser vraiment à ce qu'elle propose, je trouve ça un peu dommage. Demain, le Conseil constitutionnel rendra sa décision concernant la loi immigration. Qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que, s'agissant d'une éventuelle censure, vous la craignez ou au contraire vous l'espérez ? Sincèrement, on ne craint ni l'espère. En fait, on est très serein parce que nous, on fait une analyse politique du rôle qu'a aujourd'hui le Conseil constitutionnel dans notre République qui ne correspond pas à la lettre et l'esprit des institutions qu'a voulu le général de Gaulle. D'ailleurs, j'ai été très sensible aux vœux de Laurent Fabius, qui lui s'est plutôt inscrit dans la tradition de notre République, qui s'est étonné du rôle politique que le président de la République, à une heure de grande écoute sur France 5 avant les fêtes, a voulu lui donner, que le rôle de Madame Borne, avant qu'elle soit remerciée sur France Inter dans une matinale, a voulu lui donner, à savoir de venir au secours d'arbitrages politiques qu'ils auraient perdus et et en fait de détourner le rôle du Conseil constitutionnel. Donc moi je trouve vraiment, premier enseignement, ça en dit long sur le respect par Emmanuel Macron et ses amis des institutions. Ils se sont présentés systématiquement comme des garants, des défenseurs, des champions des institutions démocratiques, et en fait ils usent vraiment, moi le sentiment que j'ai au-delà de responsables Rassemblement National, de citoyens, c'est que la Macronie use les institutions. Ils usent le Parlement en faisant croire qu'ils négocient, alors que vous savez très bien en tant que journaliste parlementaire qu'ils négocient quasiment rien, que c'est toujours à prendre ou à laisser, et donc après ils font des 49.3 qui ne sont pas le résultat d'échecs de négociations parlementaires, mais qui sont juste le fait qu'ils veulent appliquer ce qu'ils veulent, et que dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils considèrent que c'est l'échec des négociations, qu'ils utilisent donc maintenant le Conseil constitutionnel avec des méthodes, des aspirations, des demandes, que ce soit public maintenant, mais même non public, puisque on a cru comprendre que le secrétaire général du gouvernement avait fait passer au Conseil constitutionnel, pas des demandes, mais un certain nombre d'éléments l'invitant ou lui permettant sur le fond de censurer un nombre important de dispositions. On est complètement dans la manipulation, là il n'y a pas d'autre mot, la manipulation du Conseil constitutionnel. Donc la première question que je me pose, c'est comment va réagir le Conseil constitutionnel au-delà des vœux de Laurent Fabius, qui était déjà assez fort, avec une mise en cause quand même directe du président de la République, qui a d'ailleurs été relayée dans la presse. Ensuite, sur le fond, nous, on a toujours été clairs, on a toujours dit, on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de dispositions législatives qu'on propose aux Français sur le contrôle de l'immigration ou le changement de notre modèle social, en particulier la priorité nationale, impose un changement de constitution. Nous l'avons dit, nous avons écrit cette loi constitutionnelle avant les élections, elle est déposée, on l'a redit, donc nous on vote ce qu'on nous propose, mais on sait très bien qu'un certain nombre de dispositions peuvent être censurées par Conseil constitutionnel. Après, jusqu'où ça ira, c'est encore autre chose. J'achève là-dessus parce qu'on a aussi une innovation. J'ai entendu M. Attal hier, en conférence des présidents de l'Assemblée nationale, qui nous a expliqué,
puisqu'il a renoué avec cette tradition de se présenter à la conférence des présidents, qui a indiqué que le gouvernement ne voulait plus changer la nature des lois par les décrets d'application. Ça, c'est très intéressant, c'est très important, parce que par exemple, sur la fameuse caution pour les étudiants étrangers, Madame Borne avait indiqué à France Inter qu'elle allait fixer par décret fixer cette caution entre 10 et 20 euros, ce qui était évidemment disqualifier la notion de caution, et ça rendait la loi donc inopérante. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc on va voir comment le Conseil constitutionnel va arbitrer lui-même le rôle qu'il a dans notre République, et ensuite si le gouvernement va effectivement changer de relation entre le réglementaire et le législatif. Gilles. Puisqu'on parle de Constitution, est-ce que vous applaudissez à deux mains les propos du président du Sénat, Gérard Larcher, qui ne souhaite vraiment pas inscrire l'IVG dans la Constitution, justement? Je ne parle pas tellement de l'IVG, mais du principe, en tout cas du rôle de la Constitution. Moi, je n'applaudis pas des deux mains. Nous, notre position, elle a toujours été très claire. Aujourd'hui, est-ce que le droit à l'interruption volontaire de grossesse est menacé pour des questions juridiques en France ou pour des batailles de droit? Non. Est-ce qu'il y a le pouvoir des juges des États-Unis en France? Non, grâce à Dieu pour le moment, enfin grâce au peuple français. Non. Est-ce que par contre le droit à l'IVG est menacé, est limité en France? Oui, par les difficultés du système de soins, l'accès à la gynécologie, l'accès à l'hôpital, la prévention de la santé, le fait que les femmes, et les hommes d'ailleurs, comprennent comment fonctionne la sexualité. Quand je vois les nouvelles générations, je dois dire que je m'inquiète de l'obscurantisme qui progresse dans ce domaine-là aussi. Donc en fait, le fait de mettre l'IVG dans la Constitution fait croire aux Français qu'il y a un problème de droit qui n'existe pas, et maquille, dissimule le problème d'accès aux droits réels, à savoir l'état du système de soins français, en particulier l'état du système de santé pour les femmes, qui est encore plus dégradé que pour les hommes, pour un certain nombre d'indices, et par le fait aussi que par la charge mentale, la difficulté d'organiser la vie familiale et professionnelle, tout un tas de sujets qui ont été très bien établis par les spécialistes, beaucoup de femmes sacrifient leur santé au profit de leurs enfants, de leur mari, de la personne qu'ils peuvent aider en tant qu'aidante. Voilà, bon. Donc il y a vraiment des sujets là-dessus. Donc moi je n'applaudis pas des deux mains parce que bon, pour moi tout ça est un peu une histoire politicienne. Moi j'ai voté avec une majorité du groupe Rassemblement National, pour l'inscription de la Constitution dans l'IVG parce qu'on ne voulait pas que ce débat soit confisqué et qu'on crée une polémique qui n'existe pas en France. Le Sénat a changé d'avis puisque visiblement ils avaient la première version, ils étaient d'accord, la deuxième ils veulent pas, j'ai pas bien compris pourquoi. Bon, et c'est un peu contradictoire parce que les Républicains ils déposent aujourd'hui des amendements très bavards sur ce sujet-là, pour mettre dans la Constitution plein de choses qui n'ont pas à y faire. Donc je ne comprends pas trop, une fois plus, la ligne des Républicains. Nous, une fois plus, on est plutôt neutre, c'est-à-dire qu'on ne s'oppose pas au fait que ça rentre dans la Constitution, mais on dit clairement aux Français et surtout aux Françaises, ça ne changera rien pour vous de mettre l'IVG dans la Constitution. Par contre, ça évite de parler du vrai débat qui est l'état du système de santé, en particulier du système de santé gynécologique. Non. Du RN à l'Assemblée sur ce point, vous laisserez une liberté de vote dans le groupe? Il y aura entière liberté de vote. Sur les questions de société, il y a une liberté de vote, 95% des cas. Il y a des questions de société qui peuvent engager vraiment une ligne politique, par exemple la marchandisation du corps des femmes avec la GPA, ou si demain on nous proposait, je sais pas moi, de vendre des organes ou du sang, comme ça peut se faire dans d'autres pays. Je pense que là, il y aurait une ligne du parti. Par contre, sur la constitutionnalisation de l'IVG, il y a une entière liberté de vote. Le vote qui avait été fait la dernière fois, c'était 55% des députés présents avaient voté pour, 30% contre et 20% d'abstention. Je pense qu'on arrivera à peu près à cette même équilibre. On attend, sujet important et d'une certaine façon sociétal aussi, dans les prochaines semaines, le projet de loi sur la fin de vie, qui comportera un volet sur les soins palliatifs. En attendant d'avoir le texte, évidemment, quelle est votre position de départ, de principe sur ces sujets-là ? Bah, écoutez, c'est pas facile là pour le coup de m'exprimer parce que là il y a vraiment une liberté de vote sur les questions de société. Alors sur la question de la fin de vie, Marine Le Pen s'est exprimée à de nombreuses reprises. La position générale du groupe, qui pour le coup est partagée par tous les députés, c'est déjà de développer, de financer correctement l'accès
la diffusion et les soins palliatifs, qui sont encore aujourd'hui, malgré la loi Claes-Leonetti, trop peu financés, trop peu développés. Donc, et donc on ne veut pas en fait que le débat sur la fin de vie, que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté, prenne en défaut l'accès aux soins palliatifs. Donc déjà, renforçons déjà les soins palliatifs, première chose. Ensuite, sur le vote du droit à l'euthanasie ou du droit au suicide assisté, dans quelle modalité, parce que c'est quand même très difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce que veut Emmanuel Macron sur ces deux sujets-là. Il y a beaucoup quand même de changements de bord sur cette loi-là. Chaque député du groupe Rassemblement National se positionnera par rapport au texte. Moi, à titre très personnel, je me suis déjà exprimé dessus, je suis à titre philosophique et politique favorable au droit à mourir dans la dignité. Bon. Mais ça n'implique pas du tout mes autres collègues, ça n'implique pas le groupe. La position du groupe sera la liberté de vote et surtout la défense des soins palliatifs. Je vais me permettre d'ajouter que sur ce sujet-là, ce ne sera pas forcément des votes habituels. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des députés, par exemple, qui ont voté pour la constitutionnalisation de l'IVG ou qui auraient pu, dans d'autres circonstances, voter pour le mariage pour tous, par exemple, qui ne sont pas favorables à l'euthanasie, au suicide assisté. Donc on voit bien que, en fait, sur les sujets sociétaux, c'est vraiment une question de conscience personnelle et qu'on ne peut pas répliquer les combats. Oui, pour revenir un peu sur l'Europe, Marine Le Pen a évolué, puisque avant elle était pour la sortie de l'euro et maintenant elle ne l'est plus. Jusqu'où le Rassemblement national va-t-il dans la remise en cause des politiques fédérales qui sont en cours? Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous refusez? Écoutez, en fait, c'est vrai qu'on a une conception complètement différente de la construction européenne. On considère que, en dehors de ce qui relève du marché unique, c'est-à-dire politique commerciale, politique de la concurrence, un certain nombre d'organismes qui doivent vérifier évidemment les normes sanitaires et environnementales, presque tout doit revenir aux États. Et ensuite, et aussi bien sûr ce qui dépend de la BCE. Et ensuite, les États doivent coopérer sur des politiques à la carte. Coopération scientifique, coopération technique, coopération industrielle, programme Erasmus, qui d'ailleurs dépasse les membres de l'Union européenne. Nous, on pense que c'est le modèle de coopération qui fonctionne et que, par exemple, la Commission européenne ne serait plus une instance supranationale chargée de l'application des traités, mais un secrétariat chargé de veiller à cette bonne coopération entre les États volontaires. Voilà, donc c'est une forme évidemment totalement différente de construction européenne, et on pense plus efficace, parce que moi, ce qui me fait toujours rire quand on fait le bilan de l'Union européenne, c'est qu'en fait, ce dont se prévalent les fédéralistes, ce sont les politiques non fédéralistes, c'est-à-dire Airbus, coopération industrielle hors cadre Union européenne, Ariane Espace, coopération technologique hors cadre industriel, depuis que la Commission s'en mêle, ça ne marche pas, Erasmus, coopération interétatique que la Commission a repris en cours de marche, mais qui n'est pas du tout liée à la base à la Commission européenne et qui dépasse les frontières de l'Union européenne. Bref, à la fin, quand on demande aux fédéralistes, mais qu'est-ce que vous défendez au sein comme politique fédéraliste qui a fonctionné, ils nous citent des choses qui ne dépendent pas de l'Europe qu'ils ont construite. Donc tout ça est quand même toujours assez étonnant. Après, il y a des choses, par exemple, vous voyez, qui ont été déclassées par les fédéralistes que nous, on voudrait revoir renaître. En 1957, quand est signé le traité de Rome et le traité sur la politique extérieure et le contrôle des frontières, vous avez un troisième traité qui à l'époque était à égalité de dignité du traité de Rome et du traité sur les frontières, qui était Euratom, le traité sur la coopération atomique. Par exemple, ce traité, qui à l'époque était vraiment, c'est un triptyque, a complètement été mis de côté. Celui-là, et je l'ai dit publiquement en séance, on voudrait le revoir, repoindre le bout de son nez, si je puis dire. Voilà. Donc on est vraiment sur une Europe de coopération, de projets concrets. Effectivement, tout ce qui relève du monolithe de la Commission européenne et des politiques fédérales serait remis en cause. Jean-Michel ? Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Pour prolonger la question, votre programme économique, est-ce que vous allez aussi présenter des études d'impact? Bon, substituer votre logiciel de coopération au logiciel bruxellois, c'est d'une certaine manière la fin de l'Union européenne telle qu'on la connaît. La fin de l'Union européenne telle qu'on la connaît, c'est la fin de l'euro aussi. Il faut dire aussi la vérité. Donc, comment vous allez maîtriser ces enchaînements qui échappent à leurs créateurs?
Sincèrement, je ne vois pas comment vous pouvez dire que la remise en cause du modèle fédéral européen, du traité de du traité de Lisbonne 92, du traité de Maastricht ou de l'acte unique, mènerait à la fin de l'euro. L'euro est une politique monétaire autonome de la Commission européenne et des institutions fédérales. C'est la Banque centrale européenne, qui ne rend compte d'ailleurs à personne et sûrement pas à la Commission européenne, qui coordonne la politique monétaire entre les États membres. Elle est totalement autonome. D'ailleurs, vous avez au sein de l'Union européenne un nombre important d'États qui ne sont pas membres de la zone euro. Donc ce sont deux institutions différentes. Votre question serait, à mon avis, justifiée. Enfin, votre analyse, pardon, pas votre question, serait justifiée si on voulait remettre en cause le marché commun. Or, je vous ai bien dit que la seule chose, enfin la base de notre politique européenne maintenait, préserver le marché commun, les institutions nécessaires, y compris malheureusement la politique commerciale, à son unicité et à sa cohérence. Voilà. Après, par exemple, ça n'empêche pas quand même de changer la façon dont ça fonctionne. Par exemple, sur la politique commerciale, on ne remettrait pas en cause le fait que ce soit lié au marché commun, mais on reviendrait à l'unanimité pour ce qui est des traités commerciaux et au fait que les traités ne s'appliquent que quand les États les ont ratifiés. Donc même au sein de politiques communes, on peut encore changer certaines modalités. Mais sincèrement, je ne vois pas de lien entre la remise en cause de la construction fédérale des institutions européennes et l'existence de l'euro. Après, sur le fonctionnement de l'euro, il y aurait aussi des choses à dire pour l'améliorer. Et dans votre vision, que deviendrait le Parlement européen? À quoi ça sert? Le Parlement européen pourrait servir d'ailleurs dans sa fonction initiale à faire rencontrer les peuples. Bon, à la base, ce n'étaient pas forcément des gens d'ailleurs élus sur un mandat propre, à dialoguer, à voir les règles du marché commun. Il y aurait quand même des règles sanitaires. Par exemple, je vous ai dit, pour le marché commun, on serait obligé de maintenir un certain nombre d'institutions qui veillent aux règles sanitaires, à la sûreté des produits. Bon, tout ça pourrait être maintenu. Donc il y aurait une pertinence à avoir une forme de Parlement européen, mais ce ne serait pas du tout le Parlement européen tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est sûr qu'en autre avantage, il coûterait bien moins cher. La semaine dernière avait lieu la conférence de presse du président de la République. Qu'est-ce que vous en retenez une semaine plus tard, outre le fait que Emmanuel Macron a vivement critiqué le Rassemblement national en le qualifiant de parti de l'appauvrissement et du mensonge? Est-ce que vous retenez le message sur l'éducation, la natalité, l'autorité? Sincèrement, je ne retiens pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est déjà passé à autre chose. Le sujet principal, alors il n'est pas omniscient, mais enfin, je pense quand même que le président de la République a quand même des informations sur l'état social du pays et les colères qui existent plus abouties que les nôtres. Donc le fait d'avoir pas du tout parlé d'agriculture, mais aussi par exemple d'une autre crise qui couve, à savoir celle du logement, au profit de sujets qui me paraissent pas relever du président de la République, la lutte contre les écrans, bon, ça me tient à cœur, mais je pense que c'est typiquement un sujet de Premier ministre. Et ce qu'il a dit sur l'école, si vous voulez, M. Blanquer l'avait dit il y a 7 ans. Donc nous, on n'est pas contre apprendre la Marseillaise. Bon, encore heureux que le président de la République défende la Marseillaise. Bon, l'autorité, qu'il fasse l'expérimentation de l'uniforme, tout ça est très bien. Enfin, il n'y a pas d'uniforme, lui, il dit quoi, tenue unique. Tenue unique, pour ne pas donner raison au Rassemblement national sur ce petit détail sémantique, bon, ça lui appartient. Je n'ai pas vu de grandes perspectives. D'ailleurs, c'était assez proche de ses vœux, où beaucoup d'autocongratulation, beaucoup d'espèces de pensées magiques, par exemple, aux vœux, d'optimisme démesuré en disant oui, au terme de mon mandat, on aura 15 ans d'avance sur un certain nombre de secteurs technologiques, je ne sais pas lesquels. Bon, c'était très étonnant. Je ne vois pas... Sincèrement, d'ailleurs, bon, c'est assez cohérent avec ce que vous savez comme presse parlementaire, hein, c'est qu'en fait le gouvernement nous dit bon, on n'a plus de grands textes, on a tellement plus de grands textes qu'on voudrait plutôt travailler par décret et ordonnance, bon, enfin décret surtout et ordonnance si on arrive à les faire passer après. Bon, donc c'est très contradictoire. Donc je pense que je pense qu'Emmanuel Macron se paie vraiment de mots et essaie de se persuader d'un certain nombre de choses qui ne tiendront pas la route sur la longue durée. Bon, le sujet de la fertilité, par exemple. Bon, j'avoue, ça, je n'avais pas vu venir.
le fait que le président lance un grand plan de lutte contre l'infertilité. Bon, c'est un vrai problème, mais ça dépend quand même très peu de l'orientation que peut donner le président de la République. Bon, le problème de fertilité, c'est les perturbateurs endocriniens, c'est les modes de vie, enfin, tout ça dépend quand même d'enjeux sociaux et sociétaux qui dépassent le président de la République, qui dépassent la France, qui dépassent même l'Europe. Bon, donc je suis assez étonné qu'il veuille essayer de se donner un pouvoir thaumaturge sur la fertilité de nos compatriotes. Je trouve ça très étrange et parallèlement, il ne parle pas de la politique familiale qu'il a et de son ressort. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée dans une revue de démographie internationale sur l'effet du changement de politique des allocations familiales sous François Hollande, qui montre de manière très claire une chute de la natalité, non pas après, ce qui est intéressant, non pas après l'application de la mesure de conditionnalité des allocations familiales, mais au moment de l'annonce. C'est l'annonce qui a un effet psychologique sur les familles, ce qui prouve bien que quand on parle de la natalité, non seulement c'est très compliqué, mais on parle de ressorts psychologiques, de ressorts sociétaux sur lesquels le politique doit agir d'une main tremblante. Et c'est très difficile. Et moi je pense que la question de la natalité, ce que ne semble pas percevoir le président de la République, c'est qu'en fait c'est une crise en Occident des classes moyennes. Et en fait, c'est ça qu'il faut interroger. Et le point, ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand vous parlez des agriculteurs, des gilets jaunes, de la question des salaires, de la question de l'éducation, c'est-à-dire comment les classes moyennes peuvent renouer avec la méritocratie avec l'école, comment on peut revivre de son salaire, comment on peut vivre de son outil de production. En fait, derrière tout cela, le fil rouge, c'est la crise des classes moyennes en Occident. Comment des personnes qui ont un certain niveau de diplôme, qui sont allées à l'école, qui ont cru au projet démocratique et qui ont raison d'y croire, se sont aujourd'hui frustrés dans leurs aspirations parce qu'ils n'ont pas l'impression, mais la certitude que toutes les promesses que leur ont fait les modèles démocratiques s'effondrent sur la question des revenus, de la partage de la valeur ajoutée et donc à partir de là, de la capacité à créer une cellule familiale qu'on sait pouvoir prospérer et ne pas prendre de risques. Parce que ce qui était intéressant de cette étude, c'est qu'en fait les gens ont anticipé la fin des allocations familiales en prenant 2, 3 ou 4 heures de travail en plus. Donc en fait, ils transfèrent le manque de revenus qu'ils anticipent en travaillant plus et donc en n'ayant pas ce temps disponible, surtout pour les femmes évidemment, non pas que je le souhaite, mais parce que c'est comme ça que la société aujourd'hui est organisée, qu'on le veuille ou non, sur la capacité d'avoir un enfant ou 2 enfants de plus. Après cette conférence de presse, le Premier ministre fera sa déclaration de politique générale la semaine prochaine à l'Assemblée. Gabriel Attal a indiqué, confirmé qu'il n'y aurait pas d'engagement de la responsabilité du gouvernement à la suite de sa déclaration. La gauche a déjà fait savoir qu'en l'absence de vote de confiance, elle déposerait une motion de censure. Est-ce que vous attendez de voir ce que va dire le Premier ministre? Est-ce que vous en déposerez une? Est-ce que vous êtes prêt éventuellement à voter celle de la gauche? On attend de voir ce que va proposer le Premier ministre. Alors ceci dit, moi je pense que... Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? Moi je pense que c'est une erreur pour M. Attal. Et nous, en tout cas, ça clarifie aussi notre vision des choses, c'est que le fait d'avoir laissé passer beaucoup de temps, sans doute un des premiers ministres qui aura laissé le plus de temps entre son investiture, sa nomination, et son discours de politique générale, en fait, permet de comprendre avant son discours de politique générale. Alors, non seulement parce qu'il y avait un certain nombre de décisions urgentes qu'il fallait prendre sur le prix de l'électricité, sur les franchises médicales, sur laisser les mutuelles augmenter, bref, un certain nombre de mesures qui sont prises au fil du temps à la rentrée politique. Il se trouve qu'il a été nommé en janvier. Bon, le mois de janvier, c'est toujours le moment d'un certain nombre d'arbitrages socio-économiques. Et en plus, M. Macron, qui lui a coupé l'herbe sous le pied, pour pas dire autre chose, en faisant un discours de politique générale, en s'appropriant des thèmes qui, pour moi, relèvent du chef du gouvernement et pas du président de la République. Et alors, j'avoue que le pompon, c'était l'intervention de Bruno Le Maire aux 20h de TF1, annonçant la mesure sur le tarif de l'électricité, que M. Attal, sur le même 20h de TF1, 10 jours avant, avait dit qu'il annoncerait lui-même. Bon, donc il y a une espèce de mise en abîme du pouvoir du Premier ministre qui semble s'effondrer de jour en jour. Puis aujourd'hui, le Premier ministre, la seule chose qu'il semble avoir comme liberté, c'est prendre des notes quand il reçoit les partenaires sociaux et le faire savoir. Donc c'est très sympathique et de se déplacer, mais je ne vois pas ce qui lui reste. Qu'est-ce qu'il va annoncer maintenant à son discours de politique générale qui n'a pas déjà été annoncé, soit en bonne nouvelle, il n'y en a pas beaucoup, par le président de la République, soit en mauvaise nouvelle, il y en a plus, par tout le monde
monde et donc personne. Je suis pas inquiet pour lui parce qu'il n'y a pas besoin de moi et qu'il se débrouillera très bien. Mais en tout cas, nous, ça nous donne une perspective. Donc c'est vrai que nous, au début, on était plutôt dans le fait de ne pas censurer M. Attal, mais vu les décisions qui ont été prises ou les non-décisions pour ce qui relève du GNR qui ne sont pas prises, là, la liberté, je pense que là, le groupe va en redécider. Et la question se pose de savoir si oui ou non on va le laisser s'installer sans initiative politique. Certains s'étonnent que le gouvernement n'ait pas d'ores et déjà été complété. Est-ce que ça vous semble être un sujet ou est-ce que finalement il y a un gouvernement resserré, il y a des administrations qui fonctionnent, c'est un sujet ou pas? C'est-à-dire qu'on passait du maître des horloges au maître du casting. Donc la seule chose qui reste à M. Macron, c'est de faire torturer les gens sur le grill pour savoir si oui ou non ils vont être ministre, secrétaire d'État ou commissaire, je ne sais quoi. Voilà. Donc c'est quand même, pour le coup, réduire l'Élysée à ce que les gens n'aiment pas, c'est-à-dire l'esprit de cour français, et de ne pas être au service de l'État. Aujourd'hui, vous avez des administrations entières qui n'ont plus de chef. Voilà. Ça, c'est pas de la politique politicienne, c'est pas savoir qui va être nommé où, c'est une réalité administrative en France. En France, sans État, ça ne marche pas. Il y a des pays qui sont autonomes. Mes amis suisses, s'il n'y a pas de conseil fédéral, ils s'en remettront. La France, c'est des administrations orphelines et sur des sujets considérables. Le logement, il n'y a plus personne. La santé, il y a quelqu'un, mais bon, sa feuille de route et surtout sur les questions travail avec le discours de Davos. Il y a quoi d'autre? La pêche, les pêcheurs ne sont pas contents, à juste titre, et puis sur des sujets de fond, il n'y a plus personne. Voilà, donc il y a vraiment des sujets très importants où on n'a pas d'interlocuteur, on ne sait pas à qui s'adresser, et c'est l'énergie, Mme Pannier-Runacher qui était une adversaire politique redoutable, mais qui était la seule ministre vraiment compétente qu'on ait eue sur l'énergie depuis Mesmer. Disparu parce qu'elle déplaisait aux Allemands, visiblement, d'après Marianne. Donc il n'y a plus personne à la tête de l'énergie non plus. Voilà. Donc c'est vraiment le transport, voilà, les JO qui vont arriver, et on n'a pas de ministre des Transports, alors qu'on sait très bien que ça va être le problème fondamental des Jeux Olympiques. Voilà. Donc vraiment, tout ça pour faire sa petite tambouille, là, pour faire mariner ses amis, ou ses non-amis, ou ses presque amis, ou ses faux amis, ou ses anciens amis, ou ses ex-amis. Bon, c'est vraiment problématique. Et ça réduit vraiment le pouvoir présidentiel à une espèce de parodie de cour de Versailles. C'est vraiment Mitterrand fin de règne, quoi. On a légèrement dépassé le temps qui nous était imparti. On va donc s'arrêter là. Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir accepté notre invitation. Et bon après-midi à tous.